Hello! Bienvenue à ce premier résumé. C'est une petite vidéo, en fait, qui est un résumé de ce qu'on a fait au dernier cours MUS 3326. C'est le cours de création musicale en programmation textuelle où on fait du Super Collider. Alors, j'ai ouvert Super Collider 3.12, puis mon but aujourd'hui, c'est vraiment de résumer ce qu'on a vu lors du dernier cours, donc le 1er septembre, jeudi dernier. Petit résumé, juste un survol de ce qu'on a discuté. Alors, je viens d'ouvrir Super Collider. Petit rappel, l'IDE ici, donc j'ai le code que je vais pouvoir écrire dans la grande zone ici. Je vais grossir et j'ai normalement à droite, donc l'aide de Super Collider qui est accessible ici, et la fenêtre Post. Vous avez peut-être quelque chose de différent à la maison parce que je suis sur Windows et aussi parce que j'ai des réglages différents sur mon ordinateur. Remarquez ici qu'en bas à droite, juste en dessous de moi, on voit que l'interpréteur est actif, mais que le serveur, lui, est inactif, donc il n'est pas démarré. Je ne pourrais pas faire de son présentement. Je vais attendre un peu, je ne vais pas en faire tout de suite. Alors, une des choses qu'on a vues la semaine dernière, c'était d'abord des commentaires. Donc, comment écrire des commentaires. Toutes les lignes qui commencent par double slash sont des commentaires. Ça nous permet d'insérer des notes pour les humains ou pour nous-mêmes. On est inclus dans humain. Donc, ça nous permet d'inclure des notes dans notre code. Tout ce qui commence par slash étoile et qui se termine par étoile slash est un commentaire. Et ce sont des commentaires qui peuvent s'étaler sur plusieurs lignes. Donc, si je fais un commentaire sur plusieurs lignes comme ceci, ce sont des commentaires et l'interpréteur sclang va ignorer ces commentaires-là. Il va se contenter d'exécuter notre code. Alors, d'autres choses qu'on a fait la semaine dernière, quelque chose de très simple, c'est servir de Super Collider comme d'une calculette. Donc, on a inséré deux nombres comme ça. Et là, j'appuie sur Shift Return, ou en fait Command Return, Command Return plutôt. Et je vois ici que j'ai la réponse dans ma fenêtre Post à mon addition. Donc, dans Super Collider, exécuter du code, ça se fait en mettant notre curseur sur une ligne spécifique et en exécutant cette ligne-là. Donc, on l'exécute avec CTRL ou Command Return. Je vais grossir la police un peu de ma fenêtre Post et je vais en profiter pour la vider, en fait, la nettoyer. Si je fais un right-click, donc un clic à droite sur ma fenêtre Post, je peux faire Clear ici, CTRL-SHIFT-P ou Command-SHIFT-P sur les Mac. Donc ça va être plus clair comme ça. Je vais grossir encore un petit peu ici, puis ici. Voilà. Les statements ou les affirmations dans Super Collider devraient se terminer par des points-virgules. Si je mets plusieurs affirmations séparées par des points-virgules, comme ceci, je vais voir afficher dans la fenêtre Post seulement le résultat de la dernière, affirmation qui est exécutée. Donc, je fais Command Return encore une fois, et je vois juste 16. Toutes les opérations ont été exécutées, mais c'est seulement la dernière qui est affichée dans la fenêtre Post. J'ai tout mis sur une même ligne ici. Généralement, dans Super Collider, on va préférer séparer nos affirmations sur des lignes différentes, comme ceci. Si je viens faire Command Return sur la première ligne, je vais avoir 4. Sur la deuxième ligne, 8, et ainsi de suite. Si je veux exécuter plusieurs lignes d'un coup, le truc dans Super Collider, c'est de créer un bloc entre parenthèses. J'ouvre la parenthèse ici, je ferme la parenthèse ici, et peu importe où je suis à l'intérieur de ce bloc-là, qui est délimité par des parenthèses, si je fais Command Return, on m'exécute le bloc au complet. Et là, je vois uniquement le résultat de la dernière opération, mais ce que je peux faire, c'est dire spécifiquement à mon interpréteur Super Collider de m'afficher
de m'afficher à l'écran le résultat de chacune des opérations en utilisant la méthode, très important, méthode postLN pour postLine. Donc, je viens prendre mon opération, je la mets entre parenthèses parce que je veux appeler ma méthode, non pas juste sur le dernier 2 qui est ici, mais appeler ma méthode sur ce qui est au complet dans la parenthèse ici. Je viens faire postLine. Ici, je viens faire la même chose et finalement ceci. Et si j'exécute tout ça, je vais faire un clear de post et j'ai 4, 8 et 16 et en prime la valeur de la dernière opération, donc la dernière chose que l'interpréteur a exécutée, c'est-à-dire 16. Donc j'ai 16 qui apparaît 2 fois, une fois parce que j'ai utilisé la méthode postLN sur cette opération-là ici, et une deuxième fois parce que mon interpréteur m'imprime toujours la valeur de la dernière affirmation qui a été évaluée. Autre chose qu'on a dans SuperCollider, ce sont des nombres entiers, mais on peut aussi utiliser des chaînes de caractères. Donc, si je viens mettre boulette ici comme chaîne de caractères, je vais imprimer 4, 8 et finalement boulette. Et je vais imprimer boulette 2 fois. Une fois parce que j'utilise la méthode postline et la deuxième fois parce que boulette est la dernière affirmation que j'ai évaluée. Autre chose qu'on peut faire dans SuperCollider, c'est utiliser des variables. Si j'utilise d'emblée, on peut utiliser les variables monolettres, c'est-à-dire toutes les lettres de A jusqu'à Z en minuscules. Donc on en a 26 comme ça. Elles sont disponibles. Elles n'ont pas de type spécifique. On peut les utiliser à toutes les sauces librement. C'est un peu risqué, mais ça nous donne beaucoup de liberté. Donc si je fais A égale boulette, comme ceci, et que après ici, je viens remplacer dans mon bloc mon boulette.postline par a.postline, je vais avoir donc boulette d'imprimé, et si j'exécute juste la variable a toute seule, comme ça, je vois que j'ai la chaîne de caractères boulette à l'intérieur. Si je ne sais pas c'est quoi a, peut-être A, ça pourrait être un nombre, ça pourrait être autre chose. Je peux investiguer ce que c'est en utilisant la méthode dump. Donc, je vois que dump est une instance de chaîne de caractères ou de string en anglais. Et cette chaîne de caractères-là, en fait, ce sont des caractères qui sont indexés de 0 à 7. Et ce sont les caractères B, O, U. Enfin, c'est pour former le mot boulette. Si je veux juste connaître la classe de ma variable ou de mon objet, je peux faire a.class, comme ceci, exécuter ça, et l'interpréteur me dit que c'est une string. Ici, on me disait c'était une instance de string, donc c'est tout aussi vrai de dire que A est une string, que A est une instance de la classe string. Donc ici, le A, c'est sa classe, c'est string. Donc, on a vu que les classes, c'était des types, mais plus larges. Donc, c'est quel type de valeur j'ai à l'intérieur de A. Maintenant, on va regarder un petit peu les tableaux. Ici, les tableaux. Si je me crée un tableau de nombres, comme par exemple 3, 4, 5, 6, 7, c'est ce que SuperCollider nomme des arrays. Donc ici, j'ai mon tableau de nombres, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux réassigner ma variable A. Le égal n'est pas un égal mathématique, c'est une opération d'assignation. Donc je viens assigner à la variable A le tableau 3, 4, 5, 6, 7 qui est ici. Et maintenant, dans A, je réexécute ça avec la fenêtre post vide. Dans A, j'ai les valeurs 3, 4, 5, 6, 7. Si j'appelle la méthode class maintenant sur la variable A, on va me dire que A est un array, c'est-à-dire un tableau de valeurs. On peut
aussi appeler sur A la méthode at, qui va aller me chercher un item spécifique à l'intérieur de mon tableau. Donc A, c'est un objet, point, une méthode, at, et entre parenthèses, après ma méthode, je vais venir mettre un argument. Si je viens mettre l'argument 0, je vais aller chercher le premier item dans mon tableau qui est indexé à partir de 0 ici. Donc le premier item dans mon tableau, c'est 3 et ça, mon interpréteur devrait me donner la valeur 3. Si je viens chercher ici 4, je vais avoir 0, 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire le dernier item dans mon tableau, donc A.at4, ça me donne la valeur 7 qui est à l'index 4 dans mon tableau. J'aurais pu aller chercher cette valeur-là avec une autre méthode, la méthode last, qui me donne le dernier item dans mon tableau. Je pourrais aussi venir mélanger mon tableau en faisant un scramble, donc je viens mélanger tous mes items. Comme ça. J'ai un nouveau tableau qui a été créé ici, mais attention, si je réexécute A tout seul, comme ça ici, je vais retrouver mon tableau dans l'ordre. Okay? Attention, là, Scramble, ça vient créer un nouveau tableau à partir de ce tableau-là. Et là, présentement, ce qui s'est passé, c'est que ce tableau-là a été imprimé ici, mais il a été perdu. Si je veux conserver mon nouveau tableau mélangé dans la variable A, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'assigne à nouveau le résultat de A.scramble à la variable A qui est ici. Donc, si je viens faire A.scramble, j'ai maintenant dans A, en fait, si je fais A.scramble égale A, j'ai maintenant dans A exactement ce tableau-ci. Je peux vérifier en venant exécuter A tout seul, comme ça ici. Et A contient en effet exactement le tableau, cette version-là du tableau d'origine mélangé avec la méthode scramble. Donc ici, j'ai créé à la main mon tableau en utilisant des crochets ou des square brackets. Maintenant, il y a d'autres façons de créer des tableaux. Je peux faire A est égal à array. Ici, je viens utiliser la classe directement, la classe array avec un A majuscule. Toutes les classes dans SuperCollider commencent par des lettres majuscules. Et je peux venir générer un nouveau tableau, une instance de la classe array, en utilisant, par exemple, la méthode series. La méthode series, ce qu'elle prend, c'est le size comme premier argument. Donc ici, j'ai vraiment une classe, point une méthode, avec plusieurs arguments ou des paramètres qui vont être entre parenthèses. Donc mon premier argument, c'est la taille du tableau. Je veux dire que je vais avoir 4 tableaux, puis dans 5 items. Je vais commencer à 10 et donc, j'ai commencé à la valeur 10. Mon premier item, ça va être 10. Et le step, donc c'est-à-dire le pas entre chaque item, ça va être 2, comme ceci. Et là, dans A, je compte de 10 à 18 en augmentant, en incrémentant de 2 à chaque fois. Donc ça, ici, en fait, ce sont des formulations très communes dans l'environnement SuperCollider. Créer un tableau de façon littérale ici, mais aussi créer un tableau en utilisant des méthodes appelées sur une classe avec des arguments entre parenthèses, une syntaxe très, très, très commune. Une chose qu'on a faite au dernier cours aussi, ce sont des fonctions. Donc l'idée des fonctions, toutes les fonctions dans SuperCollider vont être entre accolades ou curly brackets. Et ces fonctions-là, on va pouvoir les assigner à des variables, par exemple f, très original. Et les fonctions, c'est une collection de commandes. Pour l'instant, ça va se complexifier, mais pour l'instant, c'est une collection, c'est une série d'affirmations qui vont être exécutées. Donc, ça nous permet d'encapsuler une série d'affirmations qui vont être toutes exécutées d'un coup. Donc, ça nous permet de réutiliser du code sans réécrire la même chose à chaque fois. Donc, je pourrais faire dans ma fonction boulette.postln
Et ensuite, array.series. Je vais en mettre 3 et je vais dire qu'on part de 17 et on grimpe de 3 à chaque fois. Et ça ici, je vais l'assigner à la variable a à l'intérieur de ma fonction. Ici, les espaces ne sont pas nécessaires. C'est un choix personnel. Je trouve ça plus élégant de mettre des espaces. Et si je viens mettre une dernière affirmation, comme par exemple, je vais en mettre de a.postLN. Et ensuite, je vais faire a est égal à a.scramble. Alors, si je veux exécuter tout ça d'un coup, je vais venir mettre ma fonction f entre parenthèses, comme ça. Et à partir de ce moment-là, dans la variable f, j'ai une fonction. Si je fais f.class, je vois que c'est une fonction. Et je peux faire f.value pour venir exécuter cette fonction-là. Quand je viens exécuter ma fonction f, je viens imprimer boulette à l'écran. Ici, je vais recommencer. Je vais vider ma fenêtre post. Okay. Donc, je vais faire f.value. Et là, ce que je vais faire, donc j'ai imprimé boulette. Ensuite, j'imprime mon tableau 17, 20, 23. J'ai un tableau qui commence à 17. Je le remplis de 3 éléments et j'incrémente de 3 à chaque fois. Donc 17, 20, 23. Et finalement, en fait, pas finalement, mais ensuite, j'imprime ce tableau-là que j'ai créé. Après ça, je mélange mon tableau et c'est tout. Alors ici, j'ai la dernière chose que SuperCollider a exécutée, c'est-à-dire, je me demande pourquoi ce n'est pas une version mélangée de A. Peut-être que c'est un hasard. Oui, c'est un hasard qui faisait que ce n'était pas mélangé. Donc, la dernière chose qui est exécutée, c'est a.scramble et une assignation à la variable a. Donc, j'ai imprimé boulette, j'ai imprimé mon tableau pas mélangé, et finalement, j'imprime la dernière valeur que SuperCollider, que l'interpréteur a géré, a calculé, donc c'est mon tableau mélangé. Remarquez que A, ici, la dernière valeur de A est différente de cette version-ci, mais à toutes les fois que j'exécute ma fonction, je recrée ce tableau-là à nouveau. Donc, la première version va toujours être dans l'ordre ici. Dans les fonctions, en fait, on peut utiliser les fonctions pour finalement faire du son. Alors, une des choses qu'on fait régulièrement dans SuperCollider, c'est utiliser la méthode play sur une fonction à l'intérieur de laquelle on va mettre des unit generators ou des UGens. Alors, ce que je vais faire, c'est me créer une fonction entre accolades comme ceci. Je vais faire .play. Donc, j'appelle la méthode play sur la fonction qui est ici. Et dans cette fonction-là, je vais juste me mettre un unit generator très, très simple. Je vais utiliser un Synosc, comme ça. Et je vais mettre ça plus au centre de l'écran, ça va être plus clair. Donc, sur ma classe Synosc, je vais appeler la méthode AR pour AudioRate, qui va prendre quelques arguments. Donc, une fréquence, je vais mettre ça relativement grave, 253 Hz. Une phase, je vais laisser ma phase à 0. On aura l'occasion de rediscuter de la phase. Mul, c'est un multiplicateur, donc un gain. Je ne vais pas laisser ça à 1. Si je laisse mon multiplicateur à 1.0, ça me donne une amplitude qui est au maximum de mon système, c'est-à-dire 0 dBFS. Je vais plutôt réduire ça, de diviser mon amplitude par 10, donc 0.1, comme ceci. Et le add, c'est un offset, donc c'est une addition à mon signal. On aura l'occasion d'en reparler en classe. Donc le add, je vais le laisser à 0. Donc ici,
mon onde sinusoïdale a une fréquence de 253 Hz. Et si j'exécute ça, ici, cette ligne-là, ça ne fonctionnera pas parce que juste ici, en dessous, on voit que mon serveur n'est pas démarré, il est en blanc, il n'est pas actif. Alors, si je viens faire boot server, ici, il devrait donc démarrer. Et si je viens exécuter ceci, on entend qu'on a une onde sinusoïdale qui sort à gauche uniquement. Alors, si je veux avoir du son à gauche et à droite, je vais arrêter ça avec CTRL ou commande point. Si je veux avoir du son à gauche et à droite, je peux venir mettre un tableau de 2 éléments ici et dire à gauche, je vais avoir 253 Hz et à droite, je vais avoir 281 Hz, comme ceci. Et voilà. Alors, ça fait pas mal le tour de ce qu'on a vu dans le cours la semaine dernière. On va approfondir ça et j'espère que ça vous aide à garder tout ça en mémoire et que vous pourrez vous y référer pour approfondir et bien comprendre la matière. À tout bientôt.